Elle servait du café lors d'un vol à 3 heures du matin, quand elle a vu que le passager milliardaire était son mari mort il y a 7 ans. Élise n'avait jamais aimé les vols de nuit. Quelque chose dans cette obscurité suspendue à 10 000 mètres d'altitude lui donnait toujours l'impression d'être coincée entre deux mondes, celui des vivants en bas, endormis dans leur lit, et celui des âmes errantes là-haut. Quelque part dans ce ciel sans fin, ce soir-là, le vol Avenue 47 à destination de Nice était à moitié vide. Tant mieux. Moins de passagers signifiait moins de demandes, moins de sourires forcés, moins d'efforts pour paraître éveillée, alors qu'elle n'avait dormi que 3 heures dans les dernières 48. À 37 ans, Élise Marceau sentait chaque année peser sur ses épaules comme un sac de plus à porter. 7 années de vol nocturne. 7 années à jongler entre les fuseaux horaires et les devoirs de Claire. 7 années depuis... Non. Elle chassa cette pensée d'un battement de paupières. Pas ce soir, pas maintenant. Elle poussa son chariot le long de l'allée étroite de la première classe, ses talons étouffés par l'épaisse moquette Bordeaux, 4 passagers seulement dans cette section, un homme d'affaires japonais qui dormait déjà, écouteurs enfoncés dans les oreilles, une femme blonde d'une 60aine d'années qui feuilletait un Vogue, un jeune couple qui chuchotait en se tenant la main, et lui, le 4e passager, siège 2A, côté hublot. Élise le remarqua d'abord par ses mains. Des mains masculines aux doigts longs, posées sur l'accoudoir en cuir, une Patek Philippe en or rose brillait à son poignet gauche. Elle approcha, son sourire professionnel déjà en place. « Bonsoir, monsieur. Puis-je vous offrir quelque chose à boire ?» L'homme leva les yeux de son iPad. Le monde s'arrêta. Plus de bruit de moteur, plus de murmures, plus de battements de cœur. Juste ce visage qu'elle avait embrassé pour la dernière fois il y a 7 ans, dans l'entrée de leur appartement. Avant qu'ils partent pour ce voyage d'affaires maudit à Lyon, ce visage qu'elle avait vu sur une table d'acier froid à la morgue, méconnaissable, carbonisé, mais qu'on lui avait assuré être le sien grâce au dossier dentaire. Richard, non, impossible. Richard était mort, enterré au cimetière du Père-Lachaise, sous une pierre tombale en granit noir, où elle amenait Claire chaque année le jour de son anniversaire. Mais ses yeux noisettes avec ce petit éclat doré près de l'iris gauche, cette fossette au menton, ce grain de beauté près de la tempe droite que personne d'autre ne remarquait jamais. Un expresso, s'il vous plaît. La voix était différente, plus grave, comme enrouée, comme si quelqu'un avait remplacé ses cordes vocales. Mais le tic nerveux, ce minuscule tressaillement au coin de l'œil gauche quand il parlait, était identique. Les mains d'Élise se mirent à trembler, violemment. Le plateau vacilla. « Bien sûr, monsieur. Tout de suite. » Elle recula d'un pas, puis d'un autre. Le chariot heurta le dossier du siège derrière elle avec un bruit sourd. Le passageur japonais grogna dans son sommeil. L'homme, Richard, non, ça ne pouvait pas être Richard, avait déjà remis ses lunettes de soleil Cartier et replongé dans son iPad, comme si de rien n'était, comme si sa présence ici, dans cet avion, à 3 mètres d'elle, n'était pas en train de détruire 7 années de reconstruction minutieuse. Élise parvint à rejoindre la cuisine du bord. Sophie, sa collègue, préparait des plateaux repas pour la classe économique. « Ça va pas, toi? T'es blanche comme un linge ?» Élise s'agrippa au comptoir. Ses jambes ne la portaient plus. Son cœur cognait si fort dans sa poitrine qu'elle avait peur qu'il explose. « J'ai besoin que tu me remplaces. Juste pour la première classe, s'il te plaît. Maintenant. Mais on vient de décoller. On a tout le service à... S'il te plaît. » Le ton de sa voix, quelque part entre la supplication et l'ordre, fit taire Sophie. Elle hocha la tête, inquiète. « D'accord. Va t'asseoir à l'arrière. Je m'occupe de tout. » Élise se réfugia dans les toilettes du personnel. Ses mains tremblaient tellement qu'elle dut s'y reprendre à 3 fois pour verrouiller la porte. Elle s'effondra sur la cuvette fermée, la tête entre les genoux, essayant de respirer. 1, 2, 3 inspirations, mais l'air ne passait pas. Ses poumons refusaient de se remplir. Une crise de panique. Elle en avait eu des dizaines dans les mois qui avaient suivi la mort de Richard. Mais ça faisait des années maintenant. Des années qu'elle avait appris à contrôler ça, à ranger sa douleur dans une boîte bien fermée au fond de son esprit. 7 ans, 7 putains d'années à reconstruire sa vie pièce par pièce, à élever Claire toute seule, à travailler ses vols de nuit épuisants pour payer le loyer,
l'école, les vêtements, les activités, à sécher ses larmes en silence dans la salle de bain pour que sa fille ne la voie jamais s'effondrer, à expliquer à une petite fille de 3 ans, puis 4, puis 5, pourquoi papa n'était pas là, pourquoi il ne viendrait jamais la chercher à l'école, pourquoi il ne serait pas là pour son spectacle de danse. Et maintenant, cet homme, ce fantôme habillé en Armani avec des lunettes de soleil en pleine nuit, Élise vomit 1 fois, 2 fois, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien dans son estomac que de la bile amère. Quand elle se redressa enfin, tremblante, elle s'essuya la bouche avec du papier toilette et se regarda dans le minuscule miroir au-dessus du lavabo. Ses yeux étaient rouges, son mascara coulait. Elle ressemblait à un fantôme elle-même, mais au fond de ses yeux rougis, quelque chose d'autre brillait, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis très longtemps, de la rage. Elle se lava le visage, se recomposa tant bien que mal, puis, lentement, elle entr'ouvrit la porte des toilettes et observa à travers le rideau qui séparait la cuisine de la première classe. Sophie servait l'expresso à l'homme du siège 2A, il la remercia poliment, prit une gorgée, puis il sortit son téléphone, un iPhone dernier modèle, et commença à parler à voix basse en anglais. Un anglais parfait, fluide, avec un léger accent américain. Richard parlait à peine anglais, il massacrait chaque phrase, mélangeait les temps, ça la faisait rire à l'époque. Mais cette cicatrice sur sa main droite, entre le pouce et l'index, Richard se l'était faite à 15 ans en réparant sa bicyclette. Il lui avait raconté cette histoire un soir d'été, sur leur balcon, en buvant du vin rouge. L'homme au téléphone gesticula, et Élise vit distinctement la cicatrice, exactement au même endroit, exactement la même forme. Pendant les 2 heures suivantes, Élise resta cachée, observant chaque geste, chaque mouvement. Elle nota mentalement tous les détails, le costume, Armani, noir, parfaitement coupé, la montre, Patek Philippe Nautilus, probablement 50 000 € au poignet, les chaussures, Berluti, cirées à la perfection, les lunettes, Cartier, or et écailles de tortue. Cet homme vivait dans un autre monde, un monde de luxe et de richesse que Richard et elle n'avaient jamais connu. Richard gagnait correctement sa vie comme directeur financier, certes, mais ils n'étaient pas riches. Ils avaient un appartement de 2 chambres à Montreuil, une Renault Clio, des vacances à la Baule 1 fois par an, pas de Patek Philippe, pas d'Armani, pas de première classe. L'avion commença sa descente vers Nice, les lumières de la côte d'Azur scintillaient en bas comme des diamants éparpillés sur du velvet noir. Élise enfila sa veste d'uniforme, se recoiffa, remit du rouge à lèvres. Professionnalisme, toujours le professionnalisme. Quand l'appareil se posa en douceur sur le tarmac et roula vers le terminal, Élise se positionna près de la porte de sortie pour saluer les passagers. Un par un, ils défilèrent. Le couple, la femme blonde, le japonais, et lui, quand il passa devant elle, Élise le regarda droit dans les yeux. Pendant une fraction de seconde, leurs regards se croisèrent, et dans ce bref instant, elle vit quelque chose, une lueur, de la reconnaissance, de la peur, puis il détourna rapidement la tête et s'éloigna d'un pas pressé dans la passerelle. Élise ne réfléchit pas. Elle attrapa son sac, marmonna quelque chose à Sophie à propos d'un rendez-vous urgent, et le suivit, dans l'aéroport. Elle le repéra facilement. Grand, élégant. Il marchait vite sans jamais se retourner. Pas de bagages en soute. Juste un attaché-case en cuir. Il passa la douane sans problème. Passeport français apparemment, et se dirigea vers la sortie. Élise le suivit à distance, son cœur battant la chamade, dans le hall des arrivées. Une silhouette l'attendait. Un chauffeur en costume noir tenant une pancarte. Beaumont. Beaumont. Pas de la Croix. L'homme. Richard. Beaumont. Peu importe. Salua le chauffeur d'un hochement de tête. Ils sortirent ensemble. Élise les suivit jusqu'au parking où une limousine noire aux vitres teintées attendait. Une Mercedes classe S, flambant neuve, et ses plaques bleues avec la mention CD, corps diplomatique. La limousine démarra dans un ronronnement silencieux et disparut dans la nuit niçoise. Élise resta plantée là, au milieu du parking, tremblante, son sac serré contre sa poitrine. Les néons orangés des lampadaires créaient des ombres étranges sur l'asphalte mouillé. Il avait plu. Son téléphone vibra,
Un message de Sophie. T'es où? Tu vas bien? Non, elle n'allait pas bien. Rien n'allait, parce que le mort qu'elle avait pleuré pendant 7 ans, le père que Claire n'avait jamais connu, l'homme qu'elle avait aimé plus que tout au monde, venait de sortir de cet aéroport dans une limousine diplomatique sous un faux nom, et Élise Marceau, pour la première fois depuis 7 ans, ne savait absolument plus qui elle était, ce qu'elle avait vécu, ni ce qu'était la vérité. Mais elle allait le découvrir, même si ça devait la détruire. Élise ne rentra pas chez elle cette nuit-là. Elle ne pouvait pas encore, pas avec ce visage gravé dans sa rétine, ce fantôme en costume Armani qui hantait chacune de ses pensées. Elle prit un taxi jusqu'à la gare de Niceville et monta dans le premier TGV pour Paris. 6 heures de trajet dans l'obscurité, coincée entre un homme qui ronflait bruyamment et une femme qui pianotait sans arrêt sur son ordinateur. 6 heures à fixer la vitre, à voir défiler des paysages invisibles, à essayer de mettre de l'ordre dans le chaos de son esprit. Richard, vivant, riche, sous un faux nom. Comment c'était possible? Comment quelqu'un pouvait-il mourir, être identifié, enterré, pleurer pendant 7 ans, et réapparaître comme ça, tranquillement installé en première classe avec une montre à 50 000 € au poignet? Les questions tournaient en boucle dans sa tête comme un carrousel infernal. Plus elle y réfléchissait, moins ça avait de sens. Et pourtant, elle savait. Elle savait avec cette certitude viscérale que seul l'amour, ou ce qu'il en restait, pouvait donner. Cet homme était Richard, son Richard, ou plutôt, ce qu'il en restait après 7 ans de mensonges. Le train arriva à Paris-Gare de Lyon à 6 heures du matin. Élise avait les yeux brûlants de fatigue et l'estomac noué. Elle n'avait rien mangé depuis la veille, mais l'idée même de nourriture lui donnait la nausée. Elle prit le métro jusqu'à Montreuil. Les wagons étaient déjà bondés de gens qui allaient travailler. Le visage fermé, les yeux dans le vague, elle se sentait invisible au milieu de cette foule. Peut-être qu'elle l'était devenue, peut-être que ces 7 dernières années n'avaient été qu'une illusion, une vie fantôme pour une veuve fantôme. Devant la porte de son immeuble, elle hésita. Claire était chez Marguerite depuis 3 jours déjà. Sa mère gardait sa petite fille quand Élise avait des vols de nuit consécutifs. Un arrangement qui fonctionnait bien, même si la culpabilité rongeait Élise chaque fois qu'elle laissait sa fille. Elle monta les 4 étages à pied, trop épuisée pour attendre l'ascenseur perpétuellement en panne. Dans l'appartement, tout était exactement comme elle l'avait laissé. Les dessins de Claire sur le frigo, la pile de linge à repasser sur le canapé, la tasse de café oubliée sur la table basse, avec un fond brun séché au fond. Élise s'effondra sur le canapé sans même enlever son uniforme. Elle fixa le plafond, les yeux grands ouverts, incapable de dormir malgré l'épuisement. Chaque fois qu'elle fermait les paupières, elle revoyait ce visage, ses mains, cette cicatrice. 3 jours passèrent dans une sorte de brouillard. Élise appela son responsable chez Air France et prit 3 jours de congé maladie. Elle ne mentait pas vraiment. Elle était malade, malade de questions, de doutes, de cette vérité qui lui explosait au visage et qu'elle n'arrivait pas encore à accepter. Elle ne sortit presque pas de l'appartement, ne mangea presque rien, répondait aux messages de Claire et de Marguerite par des textos laconiques. Tout va bien, juste fatiguée, je passe vous voir bientôt. Mais elle ne passait pas. Elle ne pouvait pas regarder sa fille dans les yeux, avec ce secret qui lui brûlait la gorge. Le 4e jour, Marguerite débarqua sans prévenir. Élise entendit la clé tourner dans la serrure. Elle avait donné un double à sa mère des années auparavant, et eut à peine le temps de se redresser sur le canapé que Marguerite entrait déjà, son sac à main en bandoulière et ce regard maternel qui voyait toujours tout. « Ma chérie, qu'est-ce qui se passe ?» Élise voulut dire « Rien », comme d'habitude, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge, et avant qu'elle puisse se retenir, elle éclata en sanglots, des sanglots violents, incontrôlables, comme elle n'en avait pas eu depuis des années. Marguerite la prit dans ses bras sans un mot, comme quand Élise était petite et qu'elle se réveillait en pleine nuit après un cauchemar. Elle la berça doucement, caressant ses cheveux. « Raconte-moi. » Alors Élise raconta tout, le vol, le passager du 2A, les lunettes Cartier, la cicatrice sur la main, le tic nerveux, la limousine diplomatique, le faux nom. Elle déversa 7 ans de deuil en une seule confession chaotique. Quand elle eut terminé, épuisée, vidée, Marguerite resta silencieuse un long moment. Puis elle soupira. « Ma chérie, tu travailles trop.
Tu dors trop peu. Ton esprit te joue des tours. Non, Élise. Non, maman. C'était lui, je le sais. Mais comment ce serait possible? On l'a enterré. Tu as vu le... Enfin, tu sais. Le corps? Oui. Élise l'avait vu. Ou plutôt ce qu'il en restait. Une masse carbonisée, méconnaissable. On lui avait déconseillé de regarder. Mais elle avait insisté. Elle avait besoin de voir pour croire. Pour accepter que Richard était vraiment parti. Et si ce n'était pas lui? Marguerite fronça les sourcils. Qu'est-ce que tu racontes? Et si le corps n'était pas celui de Richard? Et s'il avait, je ne sais pas, monté un coup? Sa mère la regarda comme si elle avait perdu la tête. Tu t'entends parler? Pourquoi Richard aurait fait une chose pareille? Je ne sais pas. Mais cet homme dans l'avion, c'était lui. Je reconnais mon propre mari. Merde. Le mot vulgaire résonna dans le petit salon. Élise ne jurait presque jamais. Marguerite se leva, alla dans la cuisine, prépara du thé. Quand elle revint avec 2 tasses fumantes, son visage avait cette expression qu'Élise connaissait bien. L'expression qui disait « Je vais te parler franchement même si ça fait mal. Écoute-moi bien. Tu as vécu un traumatisme terrible il y a 7 ans. Tu as perdu ton mari alors que tu étais enceinte. Tu as failli perdre Claire. Tu as dû tout reconstruire toute seule. C'est normal que ton cerveau... Mon cerveau va très bien. Laisse-moi finir. C'est normal que ton cerveau cherche des explications, des signes, n'importe quoi pour donner un sens à tout ça. Voir quelqu'un qui ressemble à Richard, c'est... Ce n'est pas quelqu'un qui ressemble à Richard, c'est Richard. Le silence retomba. Lourd, pesant, Marguerite but une gorgée de thé. Et si c'est vraiment lui, qu'est-ce que tu comptes faire? La question flotta dans l'air. Qu'est-ce qu'elle comptait faire? Aller voir la police? Avec quoi? Une ressemblance? Un soupçon? Il la prendrait pour une folle. Je ne sais pas encore. Ma chérie, pense à Claire. Pense à la vie que tu t'es construite. Est-ce que tu veux vraiment détruire tout ça pour un fantôme? Ce n'est pas un fantôme. Alors qu'est-ce que c'est? Élise posa sa tasse de thé. Ses mains tremblaient trop pour la tenir. Je ne sais pas, mais je vais le découvrir. Cette nuit-là, Élise ne dormit pas. Elle resta éveillée dans le noir. Claire endormie dans son propre lit à quelques mètres. Marguerite l'avait ramenée en fin d'après-midi. Sa fille avait 7 ans maintenant. 7 ans exactement. L'âge que Richard n'avait jamais vu. Elle se leva doucement pour ne pas réveiller Claire et alla dans le salon. Sur l'étagère, dans une boîte en carton, elle gardait tous les papiers de la succession. Certificat de décès, rapport de police, facture d'obsèques. Elle sortit le rapport de police et le relut pour la 100e fois. Accident mortel sur la D306, véhicule Renault Clio immatriculé, conducteur identifié comme Richard Delacroix, 33 ans, décès constaté sur place par carbonisation. Carbonisation. Identification par dossier dentaire. Élise se figea. Dossier dentaire. Mais si ce n'était pas Richard dans la voiture, si quelqu'un avait falsifié le dossier, elle se secoua la tête. C'était fou, complètement fou. On n'était pas dans un film. On ne pouvait pas falsifier un dossier dentaire comme ça. Et pourquoi? Pourquoi faire? Mais l'argent, Richard travaillait comme directeur financier dans une grosse entreprise. Il avait accès aux comptes, aux transferts, et s'il avait... Non, Richard n'était pas un voleur. Richard était honnête, intègre du moins. C'est ce qu'elle avait toujours cru. Mais qu'est-ce qu'elle savait vraiment de lui, au fond? Le lendemain matin, Élise prit sa décision. Elle déposa Claire à l'école, embrassa sa fille peut-être un peu trop longtemps, et se rendit directement à l'agence de Julien Caron. Rue de la Roquette, dans le 11e arrondissement, Julien Caron, ex-flic de la brigade financière. Elle l'avait rencontré 3 ans auparavant lors d'une affaire de vol dans un avion. Un passageur avait accusé à tort une collègue d'Élise. Julien avait rapidement innocenté la collègue en trouvant le vrai coupable. Depuis, ils s'étaient recroisés quelques fois, toujours professionnellement. Son agence était au 2e étage d'un vieil immeuble haussmannien, une petite plaque discrète, Caron Investigation. Élise monta les escaliers, le cœur battant. À chaque marche, elle se demandait si elle n'était pas en train de faire la plus grosse erreur de sa vie. Julien la reçut dans un bureau encombré de dossiers, de photos, de tasses de café vides. Il avait la 50aine, les cheveux grisonnants, des yeux perçants qui semblaient tout voir. « Élise, ça fait un bail, qu'est-ce qui t'amène ?» Elle s'assit en face de lui
et posa sur le bureau une enveloppe Kraft. À l'intérieur, 50 000 € en espèces, toutes ses économies, tout ce qu'elle avait mis de côté pendant 7 ans, sou par sou, pour la future éducation de Claire. « J'ai besoin que tu retrouves quelqu'un. » Julien regarda l'enveloppe sans l'ouvrir. « Qui ?» Élise prit une grande inspiration. « Mon mari. Ton mari est mort, Élise. »« Non, il est vivant. Et je veux savoir pourquoi. » Julien Caron avait vu beaucoup de choses dans sa carrière. Des fraudeurs qui disparaissaient avec des millions, des maris volages qui menaient des doubles vies, des entreprises qui falsifiaient leurs comptes, mais une femme affirmant que son mari mort depuis 7 ans était en réalité vivant. Ça, c'était une première. Il écouta Élise sans l'interrompre. Elle parla pendant 1 heure, peut-être plus. Le vol de nuit, le passager du 2A, chaque détail physique qu'elle avait observé, la cicatrice sur la main, le tic à l'œil gauche, le grain de beauté près de la tempe, les lunettes Cartier, la montre Patek Philippe, la limousine diplomatique, le faux nom, Beaumont. Quand elle eut terminé, Julien se cala dans son fauteuil et croisa les doigts sous son menton. « Tu te rends compte de ce que tu me demandes ? Oui, si ton mari est vraiment vivant et qu'il a fait croire à sa mort, on parle de falsification de documents officiels, de fraude à l'assurance probablement. Peut-être pire. C'est grave, Élise. Très grave. Je sais. Et si tu te trompes, si ce type ressemble juste à ton mari… » Élise soutint son regard sans ciller. Ce n'est pas une ressemblance. C'est lui. Julien soupira. Il connaissait ce regard. Le regard de quelqu'un qui a déjà pris sa décision et qui n'en démordra pas. Il avait vu ce même regard chez des dizaines de clients au fil des années. « D'accord, je vais regarder, mais je ne te promets rien. Et je vais avoir besoin de tout ce que tu sais sur lui. Tout. » Les 3 jours suivants, Élise vida sa mémoire comme on vide un tiroir. Elle donna à Julien tout ce qu'elle avait conservé de Richard, photos de mariage, photos de vacances, documents administratifs, fiches de paie, relevés bancaires de l'époque. Elle lui donna aussi des détails que personne d'autre ne connaissait, la marque de son déodorant, la façon dont il aimait son café, 2 sucres, une goutte de lait, le fait qu'il se rongeait l'ongle du pouce gauche quand il était stressé, qu'il avait peur des araignées, qu'il détestait les huîtres mais adorait les escargots. Il avait une tache de naissance en forme de croissant de lune sur l'épaule droite, ajouta-t-elle un soir, alors qu'il travaillait dans le bureau de Julien, juste au-dessus de l'omoplate. Julien nota tout méticuleusement. Si je le retrouve et que c'est vraiment lui, ça pourra servir d'identification formelle, les taches de naissance. Ça ne disparaît pas avec une chirurgie esthétique. Chirurgie esthétique. Les mots résonnèrent étrangement dans l'esprit d'Élise. C'était donc ça. Richard avait modifié son visage, juste assez pour brouiller les pistes, mais pas assez pour effacer complètement ses traits. Les cicatrices près des tempes qu'elle avait remarquées dans l'avion, des traces de lifting, probablement, et la voix plus grave. Une technique chirurgicale existait pour modifier les cordes vocales. Julien le lui avait expliqué. Les gens sous-estiment à quel point il est facile de changer d'identité quand on a de l'argent, avait dit Julien. Un bon chirurgien, de faux papiers, quelques pots de vin au bon endroit, et hop, tu deviens quelqu'un d'autre. Mais pourquoi ? Avait demandé Élise pour la 100e fois. Pourquoi Richard aurait fait ça ? C'est ce qu'on va découvrir. Julien commença par le commencement, le rapport de police sur l'accident. Il se rendit à la gendarmerie qui avait géré l'affaire à l'époque, à Fontainebleau. Grâce à ses anciens contacts dans la police, il obtint une copie complète du dossier. Élise n'avait vu que le rapport de base, celui qu'on donne aux familles, mais le dossier complet contenait des détails qu'elle ignorait. L'accident avait eu lieu sur une route départementale déserte, à 3 heures du matin. Aucun témoin. La voiture, la Clio d'Élise et Richard, avait quitté la route, percuté un arbre et pris feu. Le corps à l'intérieur était carbonisé à plus de 80%. L'identification s'était faite par les papiers trouvés dans la voiture et par le dossier dentaire fourni par le dentiste de Richard, un certain DR. « Moreau, c'est là que ça devient intéressant », dit Julien en pointant une ligne dans le rapport. « Regarde, l'analyse toxicologique a révélé un taux d'alcoolémie de 2,4 grammes dans le sang. Richard était complètement ivre. » Élise secoua la tête. « Impossible. Richard ne buvait presque jamais. Un verre de vin au dîner, maximum, et jamais avant de conduire. Jamais. Les gens changent, le stress, les problèmes.
Non, pas Richard. Pas sur ce point. Son père est mort dans un accident de voiture causé par un chauffard ivre quand il avait 15 ans. Il m'a dit des dizaines de fois qu'il ne boirait jamais avant de prendre le volant. C'était un principe absolu pour lui. Julien nota cette information. D'accord. Donc soit il a changé d'avis ce soir-là pour une raison qu'on ignore, soit ce n'était pas lui dans la voiture. Exactement. Julien creusa ensuite du côté du dentiste. Le DR, Moreau. Il découvrit que le cabinet dentaire avait fermé 2 ans après l'accident de Richard. Le DR, Moreau avait pris sa retraite anticipée et déménagé au Portugal. Étrange, mais pas nécessairement suspect. Ce qu'il était davantage, c'était son compte en banque. Julien avait encore quelques contacts dans la police financière qui lui devaient des faveurs. Un coup de fil discret, et il obtint l'information, 3 semaines avant l'accident de Richard. Le DR, Moreau avait reçu un virement de 50 000 € d'une société offshore basée aux îles Caïmans. 50 000 €, répéta Élise, sonnée, pour falsifier un dossier dentaire. Probablement, ou pour le modifier subtilement, quelques détails changés ici et là, et soudain le corps carbonisé dans la voiture correspond au dossier. Mais le corps, d'où venait-il ? Julien ne répondit pas tout de suite. Il continua à éplucher les documents, les yeux plissés derrière ses lunettes de lecture. Il y a eu un signalement de disparition 3 jours avant l'accident, dit-il finalement. Un homme d'environ 35 ans, sans domicile fixe, du nom de Michel Garnier. Il dormait habituellement sous le pont de Bercy, mais ses copains de rue ne l'ont plus vu après le 12 novembre. Personne n'y a prêté attention sur le moment. Un SDF qui disparaît. Malheureusement, c'est pas rare. Le sang d'Élise se glaça. Je pense que si quelqu'un voulait un corps à peu près de la bonne taille et de la bonne morphologie, et que ce quelqu'un n'avait aucun scrupule, il laissa la phrase en suspens. Inutile de terminer. Élise avait compris. Richard aurait tué un innocent pour faire croire à sa propre mort. Elle se leva brusquement, renversant presque sa chaise. Elle avait besoin d'air. Elle sortit du bureau et descendit dans la rue, où elle s'adossa contre le mur de l'immeuble, respirant par grandes goulées saccadées. 7 ans. 7 ans à pleurer un homme qui avait peut-être assassiné quelqu'un pour disparaître. Julien la rejoignit quelques minutes plus tard avec un verre d'eau. « Ça va. »« Non, ça ne va pas du tout. On peut arrêter là si tu veux. » Élise but une gorgée d'eau et secoua la tête. « Non, continue. Je veux savoir. Tout. » Les jours suivants, Julien se concentra sur la vie professionnelle de Richard. Il avait travaillé comme directeur financier chez Delacroix Bâtiments et Travaux, une entreprise de construction qui brassait des dizaines de millions d'euros chaque année, un poste à responsabilité, un poste où l'on avait accès à beaucoup d'argent. Julien contacta un ancien collègue de Richard, un certain Patrick Lemoine, qui travaillait toujours dans l'entreprise. Ils se retrouvèrent dans un café près de la Défense. « Richard, bien sûr que je me souviens de lui, » dit Patrick en remuant son café. « Un mec brillant, peut-être un peu trop ambitieux, mais brillant. Pourquoi tu me demandes ça ? Simple curiosité professionnelle. Tu n'as jamais remarqué quelque chose d'étrange dans son comportement, avant l'accident, je veux dire. » Patrick réfléchit. Maintenant que tu le dis, les derniers mois, il était bizarre, nerveux. Il travaillait tard, même le week-end, et il avait arrêté de déjeuner avec nous. Il disait qu'il avait trop de boulot. Tu sais pourquoi ? Il y avait eu une rumeur d'audit interne, rien d'officiel, mais ça circulait. Quelqu'un avait remarqué des irrégularités dans les comptes. Julien se redressa légèrement. Quel genre d'irrégularité ? Je ne sais pas exactement. Des petites sommes qui disparaissaient, des factures qui ne correspondaient à rien. Mais après la mort de Richard, tout est retombé. L'audit n'a jamais eu lieu. Pourquoi ? Patrick haussa les épaules. Par respect pour la famille, je suppose. Et puis bon, Richard était mort, alors... Julien rentra directement au bureau et se plongea dans les registres publics des entreprises. Il éplucha les comptes de Delacroix Bâtiments et Travaux pour les 3 années précédant la mort de Richard. Ce qu'il trouva le glaça. Des virements réguliers vers des sociétés écrans, des factures pour des prestations fantômes, des notes de frais gonflées, pris individuellement, rien de flagrant, mais mis bout à bout. C'était une hémorragie. Des millions d'euros détournés sur 3 ans. Et toutes les transactions portèrent la signature électronique de Richard Delacroix. Il volait sa propre entreprise, murmura Julien. Il appela Élise immédiatement. « Il faut qu'on se voie.
J'ai trouvé quelque chose. 1 heure plus tard, Élise était de retour dans son bureau. Julien étala les documents devant elle. Ton mari a détourné environ 15 millions d'euros sur 3 ans, peut-être plus. Quand il a compris qu'un audit allait révéler le pot aux roses, il a organisé sa disparition. Élise regardait les chiffres sans vraiment les voir. 15 millions, une fortune. Une fortune qu'elle et Claire auraient pu utiliser. Mais non. Richard avait préféré tout garder pour lui, les abandonner, détruire leur vie pour sauver la sienne. Où est l'argent maintenant? Offshore. Île Caïman. Probablement, peut-être d'autres paradis fiscaux. Avec 15 millions, on peut vivre très confortablement sans jamais travailler. La limousine diplomatique. Il a dû acheter une fausse identité avec des papiers diplomatiques. Ça coûte cher. Mais avec ses moyens, c'est faisable. Ça lui donne l'immunité et ça complique sérieusement les poursuites. Élise ferma les yeux. Tout prenait sens maintenant. L'homme riche en première classe, les quartiers, la Patek Philippe, l'Armani, c'était l'argent volé. L'argent qu'il aurait dû utiliser pour élever sa fille, on le tient, dit Julien doucement. On a assez de preuves pour ouvrir le dossier, pour le faire arrêter. Élise rouvrit les yeux. Ils étaient secs, plus de larmes, juste une détermination froide. Alors qu'est-ce qu'on attend? Julien passa les 5 jours suivants à reconstituer le puzzle. Chaque pièce qu'il trouvait rendait l'image plus nette, plus horrible. Et à chaque découverte, il devait appeler Élise pour lui annoncer une nouvelle trahison. Le premier coup de fil arriva un mardi matin. J'ai retrouvé la trace du DR, Étienne Lambert. Qui? Le médecin légiste qui a certifié l'identification du corps. Il a pris sa retraite anticipée 6 mois après l'accident de Richard. Élise sentit son estomac se nouer. Laisse-moi deviner. Il est devenu riche du jour au lendemain. Pas exactement. Plus discret que ça. Mais il a acheté une maison de 300 000 € à Deauville. Cash. Un type qui gagnait 4 000 € par mois. Tu vois le tableau? Oui. Élise voyait le tableau. Un autre complice acheté par Richard. Un autre homme qui avait fermé les yeux contre de l'argent pendant qu'elle pleurait son mari à l'enterrement. Combien? Difficile à dire exactement, mais en croisant ses relevés bancaires avec les dates clés, je dirais au moins 200 000 €, versés en plusieurs fois, via des sociétés écrans. 200 000 € pour falsifier un rapport d'autopsie, pour transformer un inconnu en Richard Delacroix sur le papier. Et le corps? Tu as trouvé quelque chose sur Michel Garnier? Le silence de Julien en disait long. Oui, et tu ne vas pas aimer. Élise s'assit, elle était chez elle, dans sa cuisine. Claire jouait dans sa chambre avec ses poupées. La vie normale continuait autour d'elle pendant que son monde s'effondrait pièce par pièce. Dis-moi. Michel Garnier avait 34 ans, taille et corpulence similaires à Richard. Il était SDF depuis 5 ans après avoir perdu son boulot et sa famille, alcoolique, personne pour le chercher, personne pour poser de questions. Comment Richard l'a trouvé? J'ai épluché les relevés de cartes bancaires de Richard dans les semaines avant l'accident. Il a retiré des grosses sommes en liquide. 2 000 € ici, 3 000 là, et il y a eu des transactions dans des bars miteux près de la gare du Nord, là où Michel traînait habituellement. Élise ferma les yeux. Elle imaginait la scène. Richard approchant Michel, lui offrant de l'alcool, peut-être de l'argent, gagnant sa confiance. Et puis, comment il l'a tué? Probablement de l'alcool mélangé à des somnifères. Le rapport toxicologique du corps montrait un taux d'alcoolémie énorme, mais aussi des traces de benzodiazépine. À l'époque, on a pensé que c'était juste un mec qui se droguait et buvait. Personne n'a creusé. Donc Richard l'a drogué, l'a mis dans la voiture avec ses propres papiers d'identité. Et il a provoqué l'accident, probablement en poussant la voiture sur une pente, en la dirigeant contre l'arbre, puis il a mis le feu, facile avec de l'essence. Le feu a tout détruit, plus d'empreintes digitales exploitables, plus de traces ADN fiables, juste un corps carbonisé et des dents. Des dents falsifiées par le DR. Moreau. Élise eut envie de vomir. Elle se précipita aux toilettes, mais rien ne sortit. Juste des hauts-le-cœur secs et douloureux. Quand elle revint au téléphone, sa voix était blanche. Il a tué un innocent, un homme qui n'avait déjà plus rien. Il lui a pris la seule chose qui lui restait, sa vie. Oui, pour de l'argent. Oui, et pour m'abandonner. Pour abandonner Claire. Julien ne répondit pas. Que pouvait-il dire? Continue, murmura Élise. Je veux tout savoir. Chaque détail de ce putain de mensonge. Les jours suivants apportèrent leur lot de révélations.
Julien découvrit que Richard avait commencé à préparer sa disparition au moins 1 an avant l'accident. Création de sociétés offshore, ouverture de comptes bancaires sous des noms d'emprunt, achat d'une fausse identité, pas juste des papiers, mais une véritable identité complète avec historique bancaire, fiche de paie fictive, même des photos truquées pour les réseaux sociaux. Il s'est créé une vie fantôme pendant que vous étiez encore ensemble, expliqua Julien. Pendant que tu étais enceinte, pendant qu'il te promettait un avenir. Élise repensait à cette dernière année, Richard qui travaillait tard, Richard qui partait en déplacement professionnel le week-end, Richard qui était de plus en plus distant, de plus en plus nerveux. Elle avait cru que c'était le stress du travail, l'angoisse de devenir père, des choses normales, mais non, c'était la préparation d'un meurtre. Il y a autre chose, dit Julien lors de leur réunion suivante. Quelque chose que tu dois savoir sur le timing. Élise leva les yeux des documents qu'elle étudiait. Quoi? L'accident a eu lieu le 15 novembre. Tu te souviens de cette date? Évidemment. Comment je pourrais l'oublier? Tu étais enceinte de combien? 8 mois, presque terme. Claire était née 2 jours après sa prétendue mort. Julien hocha lentement la tête. Exactement. Il savait que le bébé allait naître. Il a attendu le dernier moment. Les mots mirent quelques secondes à pénétrer. Puis la réalité frappa Élise comme un coup de poing. Il voulait être sûr que j'allais bien accoucher, que le bébé allait survivre. Oui. Pourquoi? Pourquoi attendre, s'il voulait partir? Pourquoi ne pas le faire avant? Julien sortit un autre document. Parce que tu avais souscrit une assurance vie, une grosse, 500 000 € en cas de décès accidentel du conjoint. Richard en était le bénéficiaire si tu mourais, mais si c'est lui qui mourait, c'est moi qui touchais l'argent. Exactement. Et vu que tu étais enceinte, si tu avais des complications, si tu mourais en couche, Élise sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il espérait que je meure. Ou au minimum, il voulait couvrir ses arrières. Si tu mourais, il aurait pu réapparaître, toucher l'assurance. Et tout le monde aurait pensé que c'était un malentendu, une erreur d'identification. Mais je n'ai pas eu de complications, Claire et moi, on a survécu. Alors il a continué son plan. Il t'a laissé avec l'assurance vie, ce qui était généreux de sa part. Ironiquement, et il est parti vivre sa nouvelle vie avec ses millions volés. Élise se leva et fit les 100 pas dans le bureau. Ses mains tremblaient, tout son corps tremblait. Ce fils de pute, ce putain de fils de pute. Elle ne jurait presque jamais. Mais là, les mots sortaient comme du venin. Il m'a utilisé, il a utilisé Claire. On était quoi pour lui? Une couverture? Un plan B? Probablement les deux. Élise s'arrêta devant la fenêtre. Paris s'étendait en bas, gris et indifférent. Combien de vies brisées cachait cette ville? Combien de mensonges sous ses toits? Les sociétés offshore, dit-elle soudain, tu as pu les tracer? En partie, il y en a au moins 5, toutes créées entre 2016 et 2017, domiciliées aux îles Caïmans, aux Bahamas, au Panama, les montants transitent entre elles. C'est difficile à suivre, mais j'estime qu'il a réussi à sortir environ 15 millions d'euros de l'entreprise. 15 millions, une somme astronomique. De quoi vivre comme un prince pour le reste de ses jours. Et l'identité diplomatique, ça, c'est plus compliqué, mais j'ai une piste. Il existe un réseau qui vend de fausses identités diplomatiques. Ça coûte entre 500 000 et 1 million d'euros. Tu deviens conseiller culturel ou attaché commercial d'un petit pays qui n'y regarde pas de trop près. Tu as un vrai passeport diplomatique, l'immunité, tout le package. Quel pays? Je ne suis pas sûre encore. Mais vu la plaque CD sur la limousine, probablement un pays d'Afrique ou d'Amérique du Sud, un pays où la corruption est monnaie courante. Et Élise retourna s'asseoir. Elle se sentait vidée, épuisée, comme si on lui avait arraché le cœur et qu'on l'avait remplacé par du plomb. Combien de temps il t'a fallu pour découvrir tout ça? 2 semaines. 2 semaines pour déterrer 7 ans de mensonges. 2 semaines pour comprendre que l'homme qu'elle avait aimé, l'homme qu'elle avait pleuré, n'avait jamais existé. Ou plutôt si, il avait existé. Mais c'était un monstre. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Julien croisa les bras. On a plusieurs options. On peut aller voir la police avec ce qu'on a, mais franchement, sans preuve que le type dans l'avion est vraiment Richard, ça va être compliqué. Ils vont nous demander des photos, des enregistrements, quelque chose de concret. Je n'ai rien de tout ça.
Je sais, donc option 2, on le retrouve, on le suit, on réunit des preuves irréfutables et ensuite on le livre aux flics. Combien de temps ça prendrait? Difficile à dire, des semaines, des mois peut-être. Élise secoua la tête. Je ne peux pas attendre des mois. Claire me demande sans arrêt pourquoi je suis bizarre. Ma mère me regarde comme si j'étais au bord de la dépression nerveuse. Je ne peux pas continuer comme ça. Alors, il y a une option 3. Élise le regarda. Laquelle? On force sa main? On le fait venir à nous. Comment? Julien se pencha en avant, les coudes sur le bureau. Tu m'as dit qu'il revenait en France pour des affaires, qu'il utilisait le nom Beaumont, j'ai des contacts au parquet de Paris. Si je leur donne ce qu'on a, les preuves de détournement, les sociétés offshore, le médecin légiste corrompu, ils peuvent ouvrir une enquête discrète, et si Beaumont revient en France, ils l'arrêtent. Exactement. Élise réfléchit. Son cœur battait vite, trop vite. Et s'ils ne le croient pas, s'ils pensent qu'on délire, alors on n'a rien perdu. Mais je connais ces gens. Si je leur présente bien le dossier, ils vont mordre. C'est trop gros pour qu'ils l'ignorent. Élise ferma les yeux. Dans le noir, elle revoyait Richard, le vrai Richard, celui qu'elle avait aimé, celui qui lui faisait rire, celui qui l'embrassait le matin avant de partir travailler. Mais ce Richard-là n'avait jamais existé. Fais-le, dit-elle en rouvrant les yeux. Contacte tes amis au parquet, je veux qu'ils paient. Élise passa les 5 jours suivants dans un état second. Elle retourna travailler. Elle n'avait pas le choix. Les factures ne se payaient pas toutes seules. Mais elle était là sans vraiment y être. Elle servait les passagers en pilote automatique. Souriait mécaniquement, répondait aux demandes sans vraiment entendre ce qu'on lui disait. Sophie s'inquiétait. « T'es sûre que ça va? T'as une tête de déterré depuis des semaines. Ça va, juste fatiguée. » Mais ce n'était pas de la fatigue. C'était autre chose. Une rage sourde qui grandissait en elle comme une tumeur. Chaque nuit, elle se réveillait en sueur, les poings serrés, le cœur battant, dans ses rêves. Elle revoyait Richard. Pas le Richard qu'elle avait aimé, mais l'autre. Celui qui avait tout planifié. Celui qui avait drogué un homme sans défense, l'avait brûlé vif, avait falsifié sa propre mort. Celui qui l'avait regardé s'arrondir avec leur enfant en sachant qu'il allait les abandonner. Les 5 étapes du deuil qu'elle avait traversées 7 ans auparavant revenaient dans le désordre. Mais inversé, déformé, ce n'était plus le deuil d'un amour perdu, c'était le deuil d'une illusion, le déni d'abord. Non, ce n'était pas possible. Richard n'était pas ce monstre. Il y avait forcément une explication. Peut-être qu'il avait été menacé, peut-être qu'il avait voulu les protéger, elle et Claire en disparaissant. Mais cette phase ne dura pas longtemps. Les preuves étaient là, indiscutables. Puis vint la colère, une colère brûlante qui lui rongeait les entrailles. Elle en voulait à Richard. Évidemment, mais elle s'en voulait aussi. Comment avait-elle pu être aussi aveugle? Comment n'avait-elle rien vu? Les absences répétées, les mensonges, les retraits d'argent. Elle s'était dit que c'était normal, que tous les couples traversaient des périodes difficiles. Elle s'en voulait d'avoir été naïve, d'avoir fait confiance, d'avoir aimé. Un soir, alors qu'elle rangeait des affaires dans l'appartement, elle tomba sur une boîte qu'elle n'avait pas ouverte depuis des années. Des souvenirs de Richard, des lettres qu'il lui avait écrites au début de leur relation, des photos de leurs vacances, le faire-part de leur mariage. Elle prit le faire-part entre ses mains, une carte élégante avec leurs noms gravés en lettres dorées. Élise et Richard, unis pour la vie. Pour la vie, quel mensonge. Elle déchira le faire-part. 1 fois, 2 fois, 10 fois, jusqu'à ce qu'il ne reste que des confettis éparpillés sur le sol. Puis elle vida toute la boîte dans un sac poubelle. Les lettres, les photos, tout. Elle descendit jeter le sac dans la benne à ordures de l'immeuble. Quand elle remonta, elle se sentit étrangement légère, comme si elle venait d'évacuer un poison. Claire était chez Marguerite ce soir-là. Élise s'assit sur le canapé, dans le silence de l'appartement, et pleura. Pas des larmes de tristesse, des larmes de rage, des larmes qui brûlaient. Mais après les larmes, quelque chose se passa, quelque chose changea en elle. Elle regarda autour d'elle, cet appartement qu'elle avait aménagé seule, ce travail qu'elle avait gardé malgré l'épuisement, cette vie qu'elle avait construite pièce par pièce pour Claire et elle, tout ça,
Elle l'avait fait sans Richard, malgré Richard. Elle s'était crue faible, brisée, une veuve qui survivait à peine. Mais non, elle était forte, plus forte qu'elle ne l'avait jamais cru. Assez forte pour élever une enfant seule, assez forte pour travailler des nuits entières, assez forte pour découvrir la vérité même quand tout le monde lui disait qu'elle était folle. Et maintenant, elle serait assez forte pour obtenir justice. Le lendemain, Julien l'appela. « J'ai du nouveau. » Ils se retrouvèrent dans un café près de la Bastille. Julien avait une chemise remplie de documents. « J'ai parlé à mon contact au parquet de Paris, procureur adjoint, un type sérieux. Je lui ai présenté le dossier. Et il est intéressé, très intéressé. 15 millions d'euros détournés, un médecin légiste corrompu, un meurtre maquillé en accident. C'est énorme. » Le cœur d'Élise s'accéléra. « Alors ils vont ouvrir une enquête. » « Oui, mais discrètement. Ils ne veulent pas alerter Richard s'il est vraiment vivant. Ils vont vérifier les preuves, contacter le DER. Lambert, éplucher les comptes offshore, et si tout se confirme, ils vont le chercher. Exactement, mais il y a un problème. Évidemment, il y avait toujours un problème. Lequel? Si Richard a vraiment des papiers diplomatiques, c'est compliqué. L'immunité diplomatique protège même des crimes graves. On ne peut pas l'arrêter comme ça. Il faudrait que son pays d'accueil lève l'immunité. Et ça peut prendre des années. Ou ne jamais arriver. Élise serra les poings sous la table. Donc il s'en tire. C'est ça que tu me dis. Après tout ce qu'il a fait, il s'en tire. Je n'ai pas dit ça. Il y a peut-être une solution. Laquelle? Julien sortit un document de sa chemise, une photo floue prise par une caméra de surveillance. Mon contact a fait quelques recherches. Apparemment, un certain M, Beaumont séjourne régulièrement à l'hôtel Crillon à Paris. Il y vient tous les 2 mois environ pour des réunions d'affaires. La dernière fois, c'était il y a 6 semaines. Élise regarda la photo. L'image était de mauvaise qualité, mais on distinguait un homme en costume sombre, entrant dans un hôtel de luxe. C'est lui. Impossible à dire avec certitude sur cette photo, mais selon les dates, ça colle avec les mouvements bancaires suspects qu'on a identifiés. À chaque fois que Beaumont vient à Paris, il y a des transferts importants entre les sociétés offshore. Donc il va revenir. Probablement, dans 4 à 6 semaines, selon le schéma. Élise posa la photo sur la table. Qu'est-ce qu'on fait? On attend qu'il revienne et on prévient la police. C'est une option. Mais avec l'immunité diplomatique, même s'ils le chopent, ils ne pourront peut-être pas le garder. Alors quoi? Julien hésita. Il y a une autre possibilité, plus risquée, mais potentiellement plus efficace. Dis-moi, où tu le confrontes, en personne, tu lui fais croire que tu sais tout, que tu as des preuves, que tu peux détruire sa nouvelle vie. Tu le pousses à faire une erreur, à dire quelque chose qu'on peut enregistrer, un aveu. Élise sentit son sang se glacer. Tu veux que j'aille voir Richard, en face? Oui, t'es fou, peut-être, mais pense-y. Tu es la seule personne au monde qui peut le déstabiliser, la seule qui connaît ses secrets. Si tu arrives devant lui, s'il te voit, il va paniquer. Les gens qui paniquent, elles font des erreurs, ou ils deviennent dangereux. C'est pour ça que je serai là, planqué, avec du matériel d'enregistrement. Et si ça tourne mal, j'appelle les flics immédiatement. Élise but une gorgée de café. Il était froid. Je ne sais pas, c'est... Écoute, je comprends que ça fasse peur, mais c'est peut-être notre seule chance d'obtenir une preuve solide. Sans ça, même si le parquet ouvre une enquête, ça peut prendre des années. Et pendant ce temps, Richard continue sa vie de luxe avec l'argent qu'il a volé. L'argent qu'il a volé, les mots résonnèrent dans l'esprit d'Élise. L'argent qui aurait dû servir à élever Claire, à lui payer des études, à lui offrir une vie meilleure. Je vais y réfléchir. Prends ton temps, mais pas trop. S'il revient dans 1 mois et qu'on n'est pas prêt, je sais. Cette nuit-là, Élise ne dormit pas. Elle resta éveillée, fixant le plafond, imaginant la scène. Elle, face à Richard, qu'est-ce qu'elle lui dirait? Qu'est-ce qu'il répondrait? Est-ce qu'il aurait l'air désolé? Ou est-ce qu'il serait arrogant? Convaincue de s'en être sortie, le lendemain matin, elle alla chercher Claire chez Marguerite. Sa fille courut vers elle et se jeta dans ses bras. « Maman, tu m'as manqué. » Élise la serra fort, respirant l'odeur de ses cheveux, shampoing à la fraise. Claire adorait ce parfum. « Toi aussi, ma chérie. Toi aussi. » Marguerite les observait depuis la cuisine. « Vous restez déjeuner. »« Non.
Merci maman, on a des choses à faire. » Sur le chemin du retour, Claire babillait joyeusement à propos de l'école, de ses copines, d'un spectacle qu'elle préparait pour la fête de fin d'année. Élise l'écoutait d'une oreille distraite, son esprit ailleurs, cet enfant, cette petite fille de 7 ans qui n'avait jamais connu son père, qui avait grandi en croyant qu'il était mort en héros, victime d'un accident tragique. Que se passerait-il si Claire apprenait la vérité, que son père était un meurtrier, un voleur, un lâche qui les avait abandonnés? Élise prit sa décision à ce moment-là, en regardant Claire sauter par-dessus les flaques d'eau sur le trottoir. Elle le ferait. Elle confronterait Richard. Non pas pour elle, mais pour Claire. Pour que sa fille grandisse en sachant que sa mère s'était battue, que le mensonge n'avait pas gagné. Le soir même, elle appela Julien. « D'accord, je le fais. Quand il reviendra à Paris, je veux être là. Je veux lui parler. T'es sûre ? Oui. Très bien. Alors on commence à préparer. 4 semaines passèrent. 4 semaines d'attente qui usèrent les nerfs d'Élise comme du papier de verre. Julien avait placé un contact discret à l'hôtel Crillon, un concierge qui lui devait une faveur, avec pour consigne de le prévenir dès qu'un certain M. Beaumont réservait une chambre. L'appel arriva un jeudi matin, alors qu'Élise préparait le petit déjeuner de Claire. Il a réservé, suite présidentielle, du 18 au 21 mars. Le téléphone faillit glisser de ses mains. Dans 5 jours. Oui, il faut qu'on se voie. On a des choses à préparer. Cet après-midi-là, Élise déposa Claire à l'école et se rendit directement chez Julien. Il l'attendait avec un café et une pile de documents. « Assieds-toi, on va répéter. » « Répéter quoi ? La confrontation, ce que tu vas dire. Comment tu vas réagir selon ses réponses ? Il faut que tu sois préparé à tout. » Julien sortit un petit appareil de la taille d'un briquet. « Ça, c'est un micro-espion, dernière génération. Tu le portes sous tes vêtements, ici. » Il montra un point sous la clavicule. « Et il enregistre tout dans un rayon de 5 mètres. Autonomie de 6 heures. » Élise prit l'appareil. Il était léger, presque fragile. « Et toi, tu seras où ? » « À l'hôtel. Pas dans la même suite, évidemment, mais sur le même étage si possible. J'aurai un récepteur qui me permettra d'écouter en temps réel. Au moindre problème, j'interviens. Et la police. Mon contact au parquet sera briefé. Si on obtient des aveux enregistrés, ils pourront agir rapidement, immunité diplomatique ou pas. Un meurtre avoué. C'est lourd, très lourd. » Élise hocha la tête, la gorge serrée. « Par contre, continua Julien, il faut qu'on parle de quelque chose d'important. Légalement, tu vas être dans une zone grise. Tu vas le piéger, en quelque sorte. Si ça se passe mal devant un tribunal, son avocat pourrait argumenter que c'était un coup monté. Je m'en fous. Peut-être, mais il faut que tu comprennes les risques. J'ai compris, continue. » Pendant les 3 heures suivantes, ils répétèrent. Julien jouait Richard. Élise jouait elle-même, encore et encore. Chaque scénario possible. S'il niait, s'il admettait, s'il menaçait, s'il suppliait, il va essayer de te déstabiliser, dit Julien. Il va peut-être dire qu'il t'aimait, qu'il n'avait pas le choix, qu'il voulait protéger Claire. Des conneries, mais il va les dire avec conviction. Je sais. Non, Élise, tu ne sais pas. C'est ton mari, enfin, ton ex-mari, l'homme que t'as aimé, le père de ta fille, le voir en chair et en os, l'entendre parler. Ça va te faire quelque chose. C'est humain ? Je tiendrai le coup. J'espère. Parce que si tu craques, si tu te mets à pleurer ou à hurler, il va se refermer. On n'aura rien. Élise le regarda droit dans les yeux. Je ne craquerai pas. Les 5 jours passèrent dans un brouillard. Élise appela Air France pour prendre un congé exceptionnel. Elle inventa une histoire d'urgence médicale familiale. Ils acceptèrent, à contre-cœur. Claire posa des questions. « Pourquoi tu ne travailles pas, maman ? » « J'ai besoin de me reposer un peu. »« Ma chérie, t'es malade. »« Non, juste fatiguée. » Mensonge, elle ne dormait presque plus. Chaque nuit, elle restait éveillée, répétant mentalement ce qu'elle allait dire, imaginant le visage de Richard quand il la verrait, sa surprise, sa peur peut-être, ou pire, son indifférence. Le 18 mars arriva, un mercredi pluvieux, typiquement parisien. Élise se leva à l'aube, bien que le rendez-vous ne soit prévu que pour 18 heures. Elle tourna en rond dans l'appartement, incapable de se concentrer sur quoi que ce soit. À 15 heures,
Elle déposa Claire chez Marguerite. « Tu es sûre que tu vas bien ?» demanda sa mère pour la énième fois. « Oui, maman. Tu es bizarre depuis des semaines. Si tu as des problèmes, tu sais que tu peux m'en parler. »« Je sais, mais tout va bien. Je te promets. » Encore un mensonge, mais nécessaire. À 16h30, elle retrouva Julien dans un café près de l'hôtel Crillon. « Tu es prête ?»« Non, mais on y va quand même. » Il l'aida à fixer le micro sous son chemisier. Ses mains étaient professionnelles. Clinique. Puis il lui tendit un écouteur minuscule. « Tu le mets dans l'oreille droite si besoin. Je pourrais te parler. Discrètement. »« D'accord. Tu te souviens du plan ? » ?»« Oui, j'arrive à la réception. Je demande à parler à M. Beaumont. Je dis que c'est personnel et urgent. Tu penses qu'il acceptera de me recevoir ? S'il te reconnaît ? Oui, soit par curiosité, soit par panique. Mais il te recevra. » Ils marchèrent jusqu'à l'hôtel. Le Crillon, un palace mythique de la place de la Concorde. Marbre, dorure, lustres en cristal. Le genre d'endroit où Élise et Richard n'auraient jamais pu se payer une nuit. Mais maintenant, Richard y avait la suite présidentielle. Julien entra le premier et se dirigea vers les ascenseurs, son sac d'ordinateur à l'épaule, l'air d'un homme d'affaires parmi d'autres. Élise attendit 5 minutes, comme convenu, puis poussa les portes tournantes. Le hall était impressionnant, trop impressionnant. Elle se sentit soudain minuscule, déplacée dans son jean et sa veste en cuir, autour d'elle. Des gens en costume à 1000 €, des femmes en tailleur Chanel. Elle s'approcha de la réception. Une jeune femme impeccablement maquillée lui sourit. « Bonjour, madame. Comment puis-je vous aider ? Je voudrais parler à M. Beaumont. C'est urgent. » Le sourire de la réceptionniste se figea légèrement. « Vous avez rendez-vous ? Non, mais... Dites-lui que c'est Élise. Élise Marceau. Il me connaît. » La jeune femme hésita, puis décrocha un téléphone interne. « Un instant, s'il vous plaît. » Elle composa un numéro, attendit. Élise sentait son cœur battre dans sa gorge. Et si Richard refusait de la voir ? Et si toute cette préparation ne servait à rien ? « Monsieur Beaumont, oui, pardon de vous déranger. Il y a une dame à la réception qui souhaite vous voir, Madame Marceau, Élise Marceau. Elle dit que c'est urgent. » Silence. La réceptionniste écoutait, son visage restant parfaitement neutre. « Bien sûr, monsieur, tout de suite. » Elle raccrocha et sourit à nouveau à Élise. « M. Beaumont va vous recevoir. Suite 408, 4e étage. Les ascenseurs sont par là. » Élise hocha la tête, incapable de parler. Ça y était. Il avait accepté. Dans l'ascenseur. Elle ferma les yeux et respira profondément. 1 fois, 2 fois, 3 fois. La voix de Julien résonna soudain dans son oreillette, la faisant sursauter. « Je suis en place. Chambre 412, juste à côté. Je t'entends parfaitement. Tu peux le faire, Élise. Reste calme, reste concentrée. » Elle ne répondit pas. Elle ne pouvait pas. Quelqu'un pourrait l'entendre. Mais elle hocha légèrement la tête. Le 4e étage. Un couloir silencieux. Recouvert d'une moquette épaisse qui étouffait le moindre bruit, des portes numérotées en plaques dorées, 406, 408. Elle s'arrêta devant la porte de la suite 408. Sa main tremblait quand elle leva le poing pour frapper. 3 coups, nets, décisifs. Des pas à l'intérieur. Quelqu'un qui approchait. La poignée tourna, la porte s'ouvrit, et là, à moins d'1 mètre d'elle, se tenait Richard, vivant, réel, plus vieux de 7 ans, les cheveux légèrement grisonnants sur les tempes, quelques rides autour des yeux qu'elle ne connaissait pas. Mais c'était lui, indéniablement lui. Il portait un pantalon de costume noir et une chemise blanche ouverte au col, pieds nus, une montre Rolex au poignet. Derrière lui, on apercevait le luxe de la suite, canapé en cuir, vue sur la place de la Concorde, bouteille de champagne dans un seau à glace. Ils se regardèrent pendant une éternité, qui dura peut-être 3 secondes. Le visage de Richard passa par plusieurs émotions, surprise, incompréhension, puis reconnaissance, puis quelque chose d'autre, de la peur. Élise, sa voix, cette voix qu'elle avait entendue dans ses rêves pendant 7 ans, plus grave qu'avant, mais reconnaissable. « Bonjour, Richard. » Il tressaillit au son de son vrai nom. « Je ne... Comment tu... On peut parler ? Ou tu préfères que je hurle dans le couloir que Richard Delacroix n'est pas mort ?» Il pâlit,
regarda rapidement autour d'eux dans le couloir désert, puis s'écarta. « Entre !» Élise passa le seuil. La porte se referma derrière elle avec un clic définitif. Elle était seule avec son fantôme. « Comment tu m'as trouvé ?» demanda-t-il immédiatement. Sa voix tendue, Élise le regarda, vraiment le regarda. Cet homme qu'elle avait aimé, cet homme qu'elle avait pleuré, cet homme qui l'avait trahi de la pire des façons. « Je t'ai vu dans un avion il y a 1 mois. Tu ne te souviens pas. » Il ferma les yeux brièvement. « Merde, la France. Je savais que c'était une erreur de... » Il s'interrompit. « Qu'est-ce que tu veux ?» Élise s'avança dans la suite, feignant une assurance qu'elle ne ressentait pas. « Ce que je veux des réponses, Richard. 7 ans d'explication. Élise, écoute. » « Non, toi, tu écoutes. » Elle se retourna vers lui, et dans ses yeux, il vit quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. De la rage pure. Richard recula d'1 pas, comme si la rage dans les yeux d'Élise était une force physique. Il leva les mains dans un geste d'apaisement. « Élise, calme-toi. On peut discuter calmement. Calmement. » Sa voix était dangereusement basse. « Tu veux que je sois calme, après ce que tu as fait. Je sais que tu es en colère. » En colère, elle éclata d'un rire sans joie. En colère, c'est quand on oublie un anniversaire, Richard. Là, c'est bien au-delà de ça. Il passa une main dans ses cheveux, un geste nerveux qu'elle reconnaissait, qu'elle avait vu 1000 fois. Certaines choses ne changeaient jamais. « Kim, comment tu m'as retrouvée, vraiment? Tu veux savoir comment? J'ai engagé un détective. Il a fouillé, creusé, découvert toutes tes petites magouilles, les 15 millions que tu as volés, le DR, Moreau qui a falsifié ton dossier dentaire, le DR, Lambert qui a certifié l'identification du corps, Michel Garnier, à la mention de ce dernier nom, Richard se figea complètement. « Michel Garnier », répéta Élise, « un homme de 34 ans, sans domicile fixe, alcoolique, quelqu'un dont personne ne remarquerait la disparition. C'est pour ça que tu l'as choisi, n'est-ce pas, Élise? Tu l'as drogué, tu l'as mis dans notre voiture, tu as provoqué l'accident et mis le feu, tu l'as brûlé vif. Il était inconscient. Il n'a rien senti, je te jure. » Le cri lui avait échappé. Il réalisa immédiatement son erreur et se tut. Mais c'était trop tard. L'aveu était là, flottant entre eux comme un fantôme accusateur. Élise sentit le micro sous son chemisier. Julien avait tout entendu. C'était enregistré. « Donc tu admets, dit-elle lentement, tu as tué cet homme. » Richard se laissa tomber sur le canapé, la tête entre les mains. « Je n'avais pas le choix. Pas le choix. » Sa voix monta d'un cran. « Tu avais toujours le choix. Tu aurais pu ne pas voler. Tu aurais pu ne pas mentir. Tu aurais pu ne pas nous abandonner. Je ne pouvais pas aller en prison. Tu comprends pas? Ils allaient tout découvrir. L'audit était prévu dans 2 semaines. J'aurais perdu mon travail, ma réputation, tout. On serait retrouvés à la rue. Alors au lieu de ça, tu as préféré devenir un meurtrier. Je voulais vous protéger. Nous protéger. » Élise éclata d'un rire hystérique. « En nous abandonnant, en me laissant croire que tu étais mort, en privant Claire de son père. C'est ça, nous protéger. » Richard leva la tête. Ses yeux étaient rouges. « Je vous ai laissé l'assurance vie, 500 000 €, de quoi vivre correctement. Oh, comme c'est généreux. 500 000 alors que tu t'es barré avec 15 millions. J'allais revenir, un jour, quand les choses se seraient calmées. Arrête de mentir, » hurla Élise. « Tu n'allais jamais revenir. Tu t'es créé une nouvelle vie, un nouveau nom, une nouvelle identité. Tu vis dans le luxe pendant que je bosse des nuits entières pour payer le loyer. Je ne savais pas que c'était aussi dur pour toi. Tu t'en foutais. Tu t'en es toujours foutu. » Richard se leva brusquement, les poings serrés. « C'est faux. Je pensais à vous tout le temps, chaque jour. Tu crois que c'était facile pour moi, abandonner ma famille, l'amour de ma vie. L'amour de ta vie. » Élise s'approcha de lui, ses yeux brûlants de larmes contenues. « Si tu m'aimais, tu ne serais pas parti. Si tu aimais Claire, tu aurais voulu la voir naître, la voir grandir. J'étais acculée, j'avais des dettes de jeu, des types dangereux me menaçaient. Je devais trouver de l'argent rapidement. Alors tu l'as volé à ta propre entreprise. C'était censé être temporaire. Je comptais rembourser, mais ça a dégénéré. Les sommes sont devenues trop importantes. Et quand j'ai su pour l'audit, tu as paniqué et tu as décidé que ta vie valait plus que celle d'un inconnu. » Richard se tut. Il n'y avait rien à répondre à ça. Élise le regarda.
Cet homme qui avait été son mari, elle cherchait un signe de remords, de regret véritable, mais tout ce qu'elle voyait, c'était un homme qui cherchait à se justifier, à se convaincre lui-même qu'il n'avait pas eu le choix. « Tu sais ce qui me rend malade », dit-elle doucement. « Ce n'est même pas le vol, ni le meurtre, c'est le fait que tu as attendu. Tu as attendu que je sois enceinte de 8 mois. Tu as attendu de savoir que Claire allait naître. » Richard détourna le regard. « Julien m'a tout expliqué. Si j'étais morte en couche, tu aurais pu réapparaître. Dire qu'il y avait eu une erreur d'identification, toucher l'assurance vie sur mon nom, c'était ton plan B, n'est-ce pas ? Non, enfin, j'y avais pensé, mais tu espérais que je meure ? Non, je voulais juste couvrir mes arrières, au cas où quoi ? Au cas où tu changerais d'avis. Sauf que tu n'as jamais changé d'avis, même quand tu as su que j'avais survécu, que Claire était née en bonne santé. Tu n'es pas revenu. Je ne pouvais pas. C'était trop tard. C'était trop tard dès le moment où tu as mis le feu à cette voiture. Richard s'approcha d'elle, les larmes coulant maintenant librement sur ses joues. « Élise, je suis désolée. Sincèrement, si je pouvais revenir en arrière. Mais tu ne peux pas. Je sais, mais on pourrait arranger les choses. Je pourrais vous aider financièrement, envoyer de l'argent pour Claire, pour son éducation, pour... » Tu crois vraiment que c'est une question d'argent ? Non, mais... Claire te croit mort. Richard, elle va tous les ans sur ta tombe. Elle parle à une pierre tombale en pensant que son père est en dessous. Elle pleure un fantôme. Alors dis-lui la vérité. Dis-lui que je suis vivant. Élise le gifla. Fort, le claquement résonna dans la suite luxueuse. Richard porta la main à sa joue, choqué. « Comment oses-tu » La voix d'Élise tremblait. « Comment oses-tu me demander de détruire l'innocence de ma fille, de lui dire que son père est un meurtrier, un voleur, un lâche ?» Je ne suis pas un lâche. Si, tu es exactement ça. Un lâche qui a fui ses responsabilités. Un lâche qui a sacrifié un innocent pour sauver sa peau. Un lâche qui a abandonné sa femme enceinte. Richard s'effondra de nouveau sur le canapé, sanglotant. « Qu'est-ce que tu veux ? Que je me rende ? Que j'aille en prison ? C'est ça que tu veux ?» Élise le regarda avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié, mais pas pour lui, pour l'homme qu'elle avait cru connaître, pour l'illusion qui s'était brisée. « Ce que je veux n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est la justice. La justice, Élise. J'ai l'immunité diplomatique. Même si tu vas voir les flics, ils ne peuvent rien contre moi. On verra. » Elle se dirigea vers la porte. « Attends. » Richard bondit sur ses pieds. « On peut trouver un arrangement. Je peux te donner de l'argent. 1 million, 2 millions, tout ce que tu veux. » Élise s'arrêta, la main sur la poignée. Elle se retourna lentement. « Tu essaies de m'acheter, comme tu as acheté le DR, Moreau, le DR, Lambert. Non, Tu sais ce qu'il y a de drôle. Il y a 7 ans, j'aurais fait n'importe quoi pour te récupérer. J'aurais vendu mon âme pour que tu reviennes. Mais maintenant que tu es là, devant moi... » Elle le regarda une dernière fois, cet étranger avec le visage de son mari. « Maintenant, je réalise que tu es mort il y a 7 ans. Le Richard que j'aimais n'existe plus. Peut-être qu'il n'a jamais existé. Élise, s'il te plaît. Tu es mort pour nous il y a 7 ans, et c'est comme ça que ça restera. » Elle ouvrit la porte. Dans le couloir, 3 hommes en costume attendaient, des policiers en civil. Et derrière eux, Julien, son téléphone à la main, l'enregistrement complet de la conversation sauvegardée. Richard comprit immédiatement. Son visage devint livide. « Tu m'as piégé. »« Non, » dit Élise calmement. « Tu t'es piégé toi-même. » Les policiers entrèrent dans la suite. L'un d'eux sortit des menottes. « M. Beaumont, ou devrais-je dire M. Delacroix. Vous êtes en état d'arrestation pour meurtre, fraude, falsification de documents officiels. Vous avez le droit de garder le silence. » Élise n'entendit pas le reste. Elle sortit dans le couloir, ses jambes tremblantes menaçant de la lâcher. Julien la rattrapa et la soutint. « Tu as été parfaite. On a tout. Chaque mot. » Elle hocha la tête, incapable de parler. Dans la suite, Richard hurlait qu'il avait l'immunité diplomatique, que c'était illégal, que ses avocats auraient à leur peau. Mais Élise s'en fichait. Elle avançait déjà vers l'ascenseur, vers la sortie, vers la liberté, vers une vie sans fantôme.
Élise ne se souvenait pas vraiment de la descente en ascenseur, ni de la traversée du hall luxueux du Crillon, ni même de la sortie sur la place de la Concorde où la pluie tombait maintenant en rideau. Julien la guida vers un café, la fit asseoir, commanda 2 cognacs, boit. Elle obéit mécaniquement. L'alcool brûla sa gorge, la ramenant brutalement à la réalité. « Ça va ?» demanda Julien. « Je ne sais pas. » C'était la vérité. Elle ne savait pas ce qu'elle ressentait. Du soulagement, de la tristesse, de la colère. Un mélange de tout ça, probablement, comme si toutes les émotions qu'elle avait réprimées pendant 7 ans explosaient en même temps. « Tu as été incroyable là-haut. J'ai juste dit la vérité. Oui, mais tu l'as fait face à lui. Tu n'as pas craqué, tu n'as pas pleuré, tu es restée forte. » Élise but une autre gorgée de cognac. « Je n'ai pas eu le choix pour Claire, pour Michel Garnier, pour toutes les personnes qu'il a utilisées et jetées. » Son téléphone vibra. Un texto de l'un des policiers, le commandant Rousseau, qui dirigeait maintenant l'affaire. « Madame Marceau, nous aurons besoin de votre déposition formelle demain matin, 9h au quai des Orfèvres. Merci pour votre coopération. Demain matin, dans moins de 15 heures, elle devrait tout raconter de nouveau. Mais cette fois, officiellement, pour les archives, pour le tribunal. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Demanda-t-elle à Julien. Ils vont l'interroger. Avec l'enregistrement qu'on a, il ne peut pas nier grand-chose. Mais son avocat va sûrement invoquer l'immunité diplomatique. Et ça marchera. Julien haussa les épaules. Difficile à dire. Normalement, l'immunité protège même contre des accusations graves. Mais là, on parle d'un meurtre prémédité, de fraude massive, de faux documents. Et surtout, cette immunité, elle a été obtenue frauduleusement, avec de faux papiers. Un juge pourrait la déclarer nulle. Combien de temps ça prendra ? Des mois. Peut-être des années. Le système judiciaire, c'est lent, très lent. Élise ferma les yeux. Des années de procédures, d'audiences, de confrontations, des années où Richard resterait dans sa vie, même derrière les barreaux. Je veux juste que ce soit fini. Ça le sera, un jour. Cette nuit-là, Élise rentra chez Marguerite où Claire dormait déjà. Sa mère l'attendait dans le salon, une tisane à la main. Alors, Élise s'assit à côté d'elle et raconta tout, le détective, l'enquête, Richard vivant, le meurtre de Michel Garnier, la confrontation à l'hôtel, l'arrestation. Marguerite l'écouta sans l'interrompre, son visage passant de l'incrédulité à l'horreur. « Mon Dieu, Élise, tout ce temps, tu as porté ça toute seule. Je ne pouvais pas en parler, pas avant d'être sûre. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Maintenant, on attend, on laisse la justice faire son travail. Et Claire ? La question qu'Élise redoutait. Je ne sais pas, comment on explique ça à une enfant de 7 ans ? Marguerite prit la main de sa fille. On lui dit la vérité, adaptée à son âge. Mais la vérité, elle finira par l'apprendre un jour de toute façon. Mieux vaut que ça vienne de toi. Élise hocha la tête, les larmes aux yeux. Elle va me détester. Elle va me détester d'avoir fait arrêter son père. Non, un jour elle comprendra. Un jour, elle te remerciera d'avoir eu le courage de faire ce qui était juste. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Élise passa des heures au commissariat, à répéter son témoignage, à signer des déclarations. Julien livra toutes les preuves qu'il avait rassemblées, les relevés bancaires, les documents des sociétés offshore, les témoignages des anciens collègues de Richard, le DR. Étienne Lambert fut arrêté à son domicile de Deauville. Confronté aux preuves, il craqua et avoua tout. Oui, Richard l'avait payé 200 000 € pour falsifier le rapport d'autopsie. Oui, il savait que le corps n'était pas celui de Richard Delacroix. Le dehors, Moreau, lui, était mort d'un cancer au Portugal 2 ans auparavant. Mais son ancien assistant, contacté par la police, confirma que des dossiers dentaires avaient été modifiés en 2017. Il se souvenait d'un patient mystérieux qui payait en liquide. L'affaire fit les gros titres, le cadavre qui n'en était pas un, 7 ans de mensonges. Un directeur financier simule sa mort après un meurtre. Une veuve découvre que son mari est vivant. Des journalistes campèrent devant l'immeuble d'Élise. Elle dut arrêter de répondre au téléphone. Air France lui accorda un congé prolongé, le temps que les choses se calment. Et puis il y eut la famille de Michel Garnier, une sœur, Valérie Garnier, 42 ans, mère célibataire, qui n'avait pas vu son frère depuis des années, mais qui n'avait jamais cessé de le chercher. Quand elle apprit la vérité,
Elle contacta Élise. Elles se rencontrèrent dans un café discret. Valérie avait les yeux rougis, une photo de Michel serrée dans ses mains. « Je savais que quelque chose de terrible lui était arrivé, » dit-elle. « Mais je ne pensais jamais... »« Pas ça. Je suis désolée, » murmura Élise. « Tellement désolée. Ce n'est pas votre faute. Vous ne saviez pas. C'était mon mari. Un mari qui vous a menti, qui vous a trahi. Vous êtes une victime autant que Michel. » Elles pleurèrent ensemble, 2 femmes brisées par le même homme. « Il y aura un procès, » dit Élise. « Richard paiera, je vous le promets. Ça ne ramènera pas Michel. Non, mais au moins, il aura justice. Son nom ne sera plus juste celui d'un SDF disparu. Il sera reconnu comme une victime. » Valérie hocha la tête. « Merci pour avoir découvert la vérité, pour avoir eu le courage d'aller jusqu'au bout. » Après leur rencontre, Élise se sentit étrangement apaisée. Elle n'était pas seule dans cette histoire. D'autres avaient souffert, d'autres méritaient justice autant qu'elle. Le procureur la convoqua 1 mois après l'arrestation. « Nous avons de bonnes nouvelles », annonça le commandant Rousseau. Le juge a invalidé l'immunité diplomatique de M. Delacroix. Les papiers étaient faux, l'identité également. Il sera jugé en France pour tous ses crimes. Élise sentit un poids énorme se soulever de ses épaules. Quand ? Le procès est prévu dans 6 mois. Il sera inculpé pour meurtre avec préméditation, fraude aggravée, falsification de documents et complicité de corruption. Il risque la perpétuité. Et l'argent, les 15 millions. Nous avons gelé plusieurs comptes offshore. Nous espérons récupérer une partie importante des fonds. Légalement, une portion reviendra à Delacroix Bâtiments et Travaux, l'entreprise volée, mais vous aurez droit à des dommages et intérêts substantiels, et la famille de Michel Garnier aussi. Des dommages et intérêts, de l'argent pour compenser 7 ans de mensonges, ça semblait dérisoire, mais au moins, Claire aurait de quoi payer ses études, de quoi avoir un meilleur départ dans la vie que sa mère. « Il y a autre chose », ajouta Rousseau. « M. Delacroix veut vous parler. » Élise se figea. « Quoi ? Il a fait une demande formelle. Il veut s'excuser, en personne. »« Non, vous n'êtes pas obligé d'accepter. Je n'accepte pas. Je ne veux plus jamais le revoir. » Rousseau hocha la tête. « Je comprends. Je lui transmettrai. » Élise se leva pour partir, puis se ravisa. « Attendez, il a dit autre chose. Il a demandé des nouvelles de sa fille, si elle allait bien. » Une rage froide envahit Élise. « Vous lui direz que Claire va très bien, qu'elle est heureuse, qu'elle a une vie remplie d'amour et de vérité, et qu'elle n'a pas besoin d'un père qui est mort pour elle il y a 7 ans. » De retour chez elle, Élise prit Claire dans ses bras, sa petite fille, qui grandissait si vite, qui lui ressemblait tellement. « Maman, pourquoi tu pleures ? Ce sont des larmes heureuses, ma chérie. C'est possible, ça, pleurer de bonheur. Oui, parfois quand on est soulagé, quand quelque chose de très dur est enfin terminé. » Claire réfléchit, puis sourit, comme quand on finit un gros contrôle à l'école. Élise rit à travers ses larmes. Exactement comme ça. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, Élise dormit d'un sommeil profond, sans rêve, sans cauchemar, sans fantôme. Richard était en prison, la vérité avait éclaté, la justice suivrait son cours, et elle pouvait enfin commencer à guérir. 2 mois passèrent, 2 mois durant lesquels Élise tenta de reprendre une vie normale. Elle retourna travailler, mais demanda à être transférée sur des vols de jour. Plus de nuit, plus de ce sentiment d'errer entre 2 mondes. Elle voulait être présente pour Claire, vraiment présente. Mais la question restait lancinante, inévitable. Quand et comment dire la vérité à sa fille ? Marguerite insistait pour qu'elle le fasse rapidement. Plus tu attends, plus ce sera dur. Et si elle l'apprend par quelqu'un d'autre ? À l'école, à cause d'un enfant dont les parents ont lu les journaux, Élise savait que sa mère avait raison. Mais chaque fois qu'elle ouvrait la bouche pour commencer, les mots se coinçaient dans sa gorge. Comment dire à une enfant de 7 ans que son père n'était pas mort dans un accident, qu'il était vivant quelque part, en prison, parce qu'il avait tué quelqu'un, qu'il les avait abandonnés volontairement. Un samedi matin, alors qu'elles préparèrent des crêpes ensemble dans la cuisine, Claire posa la question qu'Élise redoutait. « Maman, c'est vrai ce que Léa a dit à l'école. » Élise cessa de remuer la patte. « Qu'est-ce qu'elle a dit ? Que papa n'est pas mort, que tu as menti. » Le cœur d'Élise se serra douloureusement. Voilà, c'était arrivé.
exactement comme Marguerite l'avait prédit. « Viens, ma chérie, on va s'asseoir. » Elles s'installèrent toutes sur le canapé. Claire avait l'air inquiète. Ses grands yeux noisettes, les yeux de Richard, fixés sur sa mère. « Je ne t'ai pas menti, » commença Élise doucement. « Mais c'est vrai que papa n'est pas mort dans l'accident. » Claire écarquilla les yeux. « Alors il est vivant. » »« Oui. Où il est? Pourquoi il n'est pas avec nous ?» Élise prit une grande inspiration. Il fallait choisir les mots justes, dire la vérité sans détruire complètement l'innocence de sa fille. Papa a fait des choses très graves, des choses mauvaises. Il a pris de l'argent qui ne lui appartenait pas, et pour ne pas avoir d'ennui, il a fait croire qu'il était mort. Il nous a laissés toutes les deux. Mais pourquoi? La question la plus simple, la plus impossible à répondre. Parce qu'il avait peur, parce qu'il était égoïste, parce qu'il a fait de mauvais choix. Il ne nous aimait pas. Les larmes montèrent aux yeux d'Élise. Cette question, cette terrible question qu'elle s'était posée elle-même des centaines de fois. Je pense qu'il nous aimait, à sa manière, mais pas assez. Pas comme un papa et un mari sont censés aimer leur famille. Claire resta silencieuse un long moment, absorbant l'information. Puis, c'est pour ça que tu étais bizarre ces derniers temps. Oui, j'ai découvert la vérité il y a quelques mois. J'ai fait des recherches. J'ai trouvé papa. Et maintenant, il est en prison. En prison. Oui, parce que ce qu'il a fait était contre la loi, très grave. Est-ce qu'on va le voir? Élise secoua la tête. Non, ma chérie. Pourquoi? Parce que parfois, il vaut mieux laisser certaines personnes dans le passé. Papa a choisi de partir, de nous abandonner. On ne peut pas lui faire confiance. Claire baissa la tête. Une larme roula sur sa joue. C'est ma faute. Si j'avais été une meilleure fille. Non. Élise la prit dans ses bras, la serrant fort. Non, ma chérie. Ne pense jamais ça. Jamais. Ce n'est pas ta faute. Pas du tout. Tu es parfaite. Tu as toujours été parfaite. Alors pourquoi il est parti? Parce que c'est lui qui avait un problème. Pas toi, pas nous, lui. Elles restèrent enlacées un long moment, Claire sanglotant contre l'épaule de sa mère. Je croyais qu'il était un héros, murmura la petite fille. Tu disais toujours qu'il était gentil, qu'il m'aurait aimé. Élise sentit la culpabilité la transpercer. Oui, elle avait menti. Elle avait créé un père idéalisé pour Claire. Un fantôme parfait. Je suis désolée. Je voulais te protéger, te donner une belle image de ton papa. Mais la vérité, c'est que les gens sont compliqués. Parfois, ils font des bonnes choses, et parfois, ils font des choses horribles. Papa a fait des choses horribles. Élise hésita. Devait-elle parler de Michel Garnier? Du meurtre? Non, pas maintenant. Claire était trop jeune. Un jour, peut-être, mais pas aujourd'hui. Il a fait des choses qui ont blessé beaucoup de gens, y compris nous. Claire se redressa, essuyant ses larmes. Je le déteste. Tu as le droit. Toi aussi tu le détestes. Élise réfléchit. Détestait-elle Richard? Ou était-ce plus compliqué que ça? Je ne sais pas ce que je ressens pour lui, de la colère, oui, de la déception, mais aussi de la tristesse. Tristesse qu'il ait gâché sa vie, qu'il ait raté l'occasion de te connaître. Je ne veux pas le connaître. D'accord, c'est ton choix, et je le respecte. Claire regarda sa mère avec une maturité étonnante pour son âge. On sera juste nous deux alors, toi et moi. Toi, moi et mamie Marguerite. Ça me va. Elles retournèrent dans la cuisine finir les crêpes. Claire était plus silencieuse que d'habitude, mais elle souriait quand même. Élise la regardait, émerveillée par la résilience de sa fille. Les enfants étaient incroyables. Ils encaissaient les coups et rebondissaient. Ils s'adaptaient, cet après-midi-là. Élise emmena Claire au parc. Elles s'assirent sur un banc, regardant d'autres enfants jouer. « Maman. »« Oui, ma chérie. Est-ce que tu vas te remarier un jour ?» La question surprit Élise. « Je ne sais pas. Peut-être, un jour. » « Pourquoi ?»« Parce que j'aimerais bien avoir un papa. Un vrai papa qui reste avec nous. » Le cœur d'Élise se serra. « Un jour, peut-être, on trouvera quelqu'un de bien. Quelqu'un qui nous aimera toutes les deux. Mais pas maintenant, pour l'instant. On a besoin de temps, juste nous deux. » « D'accord. » Claire se leva et courut rejoindre d'autres enfants sur les balançoires. Élise la regarda jouer, rire, être une enfant normale malgré tout ce qu'elle venait d'apprendre. Ce soir-là, alors qu'elle bordait Claire dans son lit, la petite fille lui demanda « Maman, tu m'as déjà menti sur d'autres choses. »
La question était directe. Honnête, j'ai embelli certaines vérités pour te protéger, mais je ne t'ai jamais menti sur quelque chose d'important. Enfin, sauf pour papa, et je le regrette. Tu vas toujours me dire la vérité maintenant. Oui, je te promets, la vérité. Toujours, même si c'est difficile. Claire sourit et ferma les yeux. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, ma chérie, plus que tout au monde. Les semaines suivantes furent plus faciles qu'Élise ne l'avait imaginé. Claire posa encore quelques questions. Pourquoi papa avait fait ça? Où il était exactement? Est-ce qu'il pensait à elle? Mais elle semblait accepter les réponses. Peu à peu, elle retourna à sa vie normale, l'école, les amis, les devoirs. Élise, elle, se sentait libérée, comme si un poids énorme s'était envolé. Plus de mensonges, plus de secrets, juste la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Un matin, alors qu'elle buvait son café sur le balcon, Julien l'appela. « Le procès est fixé. Dans 3 semaines. Tu es prête. Aussi prête que je peux l'être. Tu vas devoir témoigner. Devant lui. Devant les jurés. Je sais. Ce sera dur. Tout a été dur, mais je tiendrai. Je n'en doute pas. Tu es la femme la plus courageuse que je connaisse. » Après avoir raccroché, Élise resta un long moment sur le balcon. Dans 3 semaines, elle reverrait Richard, dans un tribunal cette fois, encadré par des policiers, jugé pour ses crimes. Elle essaya d'imaginer ce qu'elle ressentirait, mais étrangement, elle ne ressentait plus grand-chose, ni haine, ni amour, ni même pitié, juste une sorte d'indifférence, comme si Richard était devenu un étranger, quelqu'un qu'elle avait connu dans une autre vie. Et peut-être que c'était le cas. Peut-être que la femme qu'elle avait été, celle qui aimait Richard, qui lui faisait confiance, qui croyait en leur avenir, était morte en même temps que lui. Et à sa place était née une nouvelle Élise, plus forte, plus lucide, plus vraie. Une Élise qui n'avait plus besoin de personne pour la sauver, parce qu'elle s'était sauvée elle-même. Le procès dura 3 semaines. 3 semaines épuisantes de témoignages, d'expertise, de confrontation. Élise témoigna pendant 2 jours entiers, racontant tout depuis le début, le vol de nuit, la reconnaissance, l'enquête, la confrontation à l'hôtel. Richard était assis à quelques mètres d'elle, menotté, vêtu d'un costume bon marché fourni par l'administration pénitentiaire. Il avait maigri, vieilli, ses cheveux grisonnaient davantage. Il ne ressemblait plus du tout à l'homme en Armani de l'avion. Quand leurs regards se croisèrent, Élise ne ressentit rien, pas de colère, pas de tristesse, juste du vide. Les avocats de Richard tentèrent de minimiser ses crimes. Ils parlèrent de pression psychologique, de dettes de jeu, de troubles mentaux, mais face aux preuves accablantes, l'enregistrement de la confrontation, les témoignages du déheur, Lambert, les relevés bancaires, ils ne purent faire grand-chose. Valérie Garnier témoigna également. Les larmes aux yeux, parlant de son frère Michel, un homme brisé par la vie, certes, mais qui ne méritait pas de mourir brûlé vif dans une voiture. Le verdict tomba un vendredi après-midi, sous un ciel gris de novembre, pour le meurtre avec préméditation de Michel Garnier. Coupable. Pour fraude aggravée et détournement de fonds, coupable. Pour falsification de documents officiels, coupable. Pour complicité de corruption, coupable. La Cour condamna Richard Delacroix à 25 ans de prison ferme, pas la perpétuité, mais presque. Il aurait 65 ans à sa sortie. Dans la salle, Élise ferma les yeux. C'était fini, vraiment fini. Richard fut emmené menotté. Il ne se retourna pas. Dehors, sur les marches du palais de justice. Julien serra Élise dans ses bras. « Tu as gagné. On a tous gagné. » Valérie s'approcha et prit les mains d'Élise. « Merci, pour Michel, pour tout. Il repose en paix maintenant, grâce à vous. » Les semaines suivantes apportèrent d'autres bonnes nouvelles. La justice ordonna la restitution partielle des fonds détournés. Après avoir remboursé l'entreprise Delacroix Bâtiments et Travaux, il restait environ 3 millions d'euros. 1 million fut versé à la famille de Michel Garnier. Élise reçut 700 000 euros en dommages et intérêts. Le reste alla à l'État, 700 000 euros, une somme qu'elle n'aurait jamais imaginé posséder. De quoi assurer l'avenir de Claire. De quoi arrêter de travailler des heures impossibles. De quoi respirer, enfin. Mais l'argent ne changeait pas l'essentiel.
Elle avait toujours Claire. Elle avait toujours Marguerite. Elle avait toujours sa vie. Et maintenant, elle avait aussi la vérité. 3 mois après le procès, par un samedi ensoleillé de février, Élise se tenait devant la devanture d'une petite boutique dans le Marais. Un local charmant avec de grandes vitrines. Un parquet ancien, des murs en pierre apparente. « Alors, qu'est-ce que tu en penses ?» demanda Marguerite. « C'est parfait. Tu es sûre ? Ouvrir une pâtisserie, ce n'est pas rien. Je suis sûre. » Élise avait toujours rêvé d'avoir sa propre pâtisserie. Mais avec Richard, c'était resté un rêve. Trop risqué, disait-il. Trop incertain. Mieux valait garder son emploi stable chez Air France. Mais maintenant, elle pouvait le faire. Elle avait l'argent, elle avait le temps, elle avait le courage. Comment tu vas l'appeler ? Élise sourit. Claire. La pâtisserie Claire. Elle va adorer. Le local fut loué le mois suivant. Élise donna sa démission à Air France. Certains collègues furent surpris, d'autres comprirent. Sophie vint lui dire au revoir avec des larmes dans les yeux. « Tu vas me manquer, toi aussi, mais tu viendras manger des éclairs. Tous les jours, si tu veux. » Les travaux durèrent 2 mois. Élise supervisa tout personnellement. Le choix du four, l'aménagement de la cuisine, la décoration. Elle voulait que ce soit parfait, un endroit chaleureux, où les gens se sentiraient bien. Claire l'accompagnait souvent après l'école. Elle donnait son avis sur les couleurs, les meubles, les noms des gâteaux. Et si on faisait un gâteau spécial ? Un gâteau pour les enfants qui n'ont pas de papa. Élise regarda sa fille, surprise. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas les seuls, à l'école. Léa et Thomas non plus n'ont pas de papa. Ça leur ferait plaisir d'avoir un gâteau rien que pour eux. Le cœur d'Élise se gonfla d'amour. C'est une excellente idée. Ma chérie, on l'appellera comment ? Claire réfléchit. Le gâteau du courage. Parfait. L'inauguration eut lieu un samedi de mai. Le soleil brillait. Les arbres étaient en fleurs. Paris sentait le printemps. La boutique était remplie d'amis, de voisins, de curieux attirés par l'odeur de viennoiserie fraîche. Claire coupait le ruban inaugural avec de grands ciseaux, sous les applaudissements. Marguerite pleurait de fierté. Julien était là aussi, un bouquet de fleurs à la main. Pour la plus courageuse des femmes, merci, pour tout. C'est toi qui as tout fait. Non, on l'a fait ensemble. Il y avait quelque chose de différent dans la façon dont ils se regardaient maintenant. Une complicité, une tendresse naissante, rien de pressé, rien de forcé, juste la possibilité d'un avenir. Mais pas maintenant, pas encore. Élise avait besoin de temps, de guérir complètement, de se retrouver elle-même. Les premières semaines furent intenses. La pâtisserie connut un succès immédiat. Les gens venaient de tout Paris pour goûter les créations d'Élise. Ses éclairs au caramel salé, ses tartes aux framboises, ses macarons à la rose, et bien sûr, le fameux gâteau du courage, un gâteau au chocolat avec un cœur fondant, surmonté d'une étoile en sucre doré. Il devint rapidement le best-seller. Un après-midi, alors qu'Élise préparait une fournée de croissants, Claire entra en courant depuis l'école. « Maman, devine quoi ?»« Quoi, ma chérie ?» J'ai eu 20 sur 20 en rédaction, et la maîtresse a dit que j'écrivais super bien. Élise essuya ses mains pleines de farine et serra sa fille dans ses bras. « Je suis tellement fière de toi. Tu sais ce que j'ai écrit. Dis-moi, j'ai écrit sur toi, sur comment tu es la personne la plus courageuse du monde. » Les larmes montèrent aux yeux d'Élise. « Oh, ma chérie, c'est vrai, tu es mon héroïne. » Élise la serra encore plus fort, respirant l'odeur de ses cheveux, sentant son petit cœur battre contre le sien. Toutes ces années de lutte, de douleur, de reconstruction, tout ça pour arriver ici, dans cette pâtisserie ensoleillée, avec sa fille dans ses bras. Libre, vraie, vivante. Ce soir-là, après avoir fermé la boutique, Élise et Claire marchèrent jusqu'au jardin du Luxembourg. Elles s'assirent sur leur banc préféré, face au bassin où des enfants faisaient voguer des bateaux miniatures. « Maman, oui. Tu penses encore à papa ?» Élise réfléchit honnêtement. « Parfois, mais pas comme avant. Je pense à ce qu'il aurait pu être, à la vie qu'on aurait pu avoir. Mais je ne regrette plus. Pourquoi ? Parce que si les choses s'étaient dépassées autrement, je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui. Et toi non plus. On serait différentes. Moins fortes. Peut-être, ou juste différentes. » Claire hocha la tête, sage au-delà de ses 8 ans maintenant. « Je préfère nous comme on est.
moi aussi. Ma chérie, moi aussi. Elles restèrent là un long moment, regardant le soleil descendre derrière les arbres, teintant le ciel de rose et d'or. Maman, oui, on peut faire des biscuits en rentrant. Élise rit. Des biscuits? Après une journée entière à faire des gâteaux. S'il te plaît, des biscuits au chocolat? D'accord, mais c'est toi qui fais la vaisselle. Marché conclu. Elles se levèrent et prirent le chemin du retour, main dans la main, autour d'elles. Paris s'animait dans la lumière dorée du soir. Des couples se promenaient, des enfants jouaient, la vie continuait, normale et belle, et Élise réalisait quelque chose qu'elle n'aurait jamais cru possible il y a 1 an. Elle était heureuse, vraiment heureuse. Pas d'un bonheur parfait et sans nuages, mais d'un bonheur réel, construit pièce par pièce, gagné à force de courage. Elle avait traversé le deuil d'un fantôme, découvert des vérités insoutenables, confronté le mensonge incarné, obtenu justice, et maintenant, elle vivait, simplement, pleinement, avec sa fille, sa mère, ses amis, sa pâtisserie. Richard avait choisi son chemin, elle avait choisi le sien, et son chemin menait vers la lumière,